Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'International, émission réalisée en liaison avec Radio France Internationale et le quotidien français Le Monde. Vous êtes sur les antennes mondiales de TV5 et nous recevons aujourd'hui le Premier ministre du Luxembourg, un jeune Premier ministre, Xavier Bettel. Merci de nous accueillir ici même, à Luxembourg. Nous allons faire connaissance, parler de la réputation internationale du Luxembourg. Certains parlent d'une place fiscale qui manque beaucoup de transparence. Je n'ai pas cette image, on va parler de ce qui se passe dans votre pays, dans les élections européennes, et j'aurai le plaisir de conduire cet entretien avec Sophie Malibaud, ma consoeur de Radio France Internationale. Peut-être un mot, nous sommes au Grand-Duché du Luxembourg, on a un peu regardé pour préparer l'émission, pour tout vous dire, il n'y a pas d'autre Grand-Duché au monde, vous êtes le seul. Point de vue pays, oui. Oui. Point de vue pays, il n'y a pas d'autres grands-duchés. Vous savez qu'il existe d'autres grands-ducs, oui. Mais grand-duché, il n'y en a qu'un, et c'est celui du Luxembourg. Alors, on pensait venir dans un pays qui avait une santé économique insolente. Nous allons découvrir qu'il y a aussi du chômage, il y a une dette qui a progressé. Néanmoins, par rapport aux 28, vous faites plutôt partie des pays qui se portent bien économiquement. Vous n'avez pas trop de difficultés. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire et qu'il faut se reposer sur ses lauriers et se dire que ça repartira un jour au mieux. Je ne vis pas d'espoir, je vis de réalisme. Ce que je propose aux téléspectateurs et auditeurs, donc des RFI de TV5 Monde, c'est de faire connaissance avec vous-même. Le mot qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un Premier ministre quelque peu atypique, peut-être à l'image de ce pays, une diversité culturelle, précoce en politique. Vous étiez étudiant lorsque vous êtes devenu député. On regarde ce portrait. On l'appelle Monsieur 100 000 volts. Il marche pas, il court presque, Xavier Bettel. Il est passé par là, il repassera par ici. Il parle vite en plus, et comme beaucoup de ses concitoyens, en luxembourgeois, en allemand, en anglais ou en français, il switch, comme on dit, d'une langue à l'autre, qu'a un problème. Nous avons besoin aussi de personnes qui sont dévouées aux valeurs démocratiques. Des personnes dévouées aux valeurs démocratiques, Xavier Bettel les a trouvées pour constituer en quelques jours sa coalition gouvernementale, ralliant la gauche à la droite. Historique, il est aussi l'homme du grand écart, aucun complexe chez cet Européen convaincu, encore moins quand il s'agit de faire entendre la voix de son pays, certes pas très grand, mais influent. La petite voix du Luxembourg a le même poids que la petite voix de l'Allemagne. Le nouveau Premier ministre nommé par le Grand-Duc du Luxembourg n'a pas la langue dans sa poche et aime surprendre là où on l'attend le moins, dans la lutte au niveau européen contre l'évasion fiscale par exemple. Ce libéral décomplexé a promis contre toute attente de faire de son pays une place bancaire transparente. On commence quand même à en avoir marre qu'on considère que le pays est juste un pays qui abrite des gens qui veulent fuir et des capitaux et quoi que ce soit. On a signé plus de 60aine d'engagements avec d'autres pays. Arrêter ces clichés qui, je pense, sont plus là pour nuire au Luxembourg qu'autre chose. Sa précipitation va de pair avec un certain courage en politique. Il a très tôt affirmé dans ce pays plutôt conservateur son homosexualité est plaidée pour le mariage gay. Une loi est d'ailleurs en cours. Xavier Bettel défend aussi le droit à l'euthanasie. Bref, cet ancien avocat de 41 ans a surtout le sens d'une certaine justice humaniste. Moi, je suis un vrai melting pot. J'ai un grand-père polonais, une grand-mère russe, un grand-père luxembourgeois, une grand-mère française. J'ai un grand-père juif, une grand-mère orthodoxe, un grand-père catholique et une grand-mère athéiste. Et moi-même, je suis homosexuel. Alors, il est surtout populaire, Xavier Bettel, toujours tiré à 4 épingles. Jeune et plutôt bel homme, il est l'un des premiers ministres les plus appréciés de l'histoire du Grand-Duché, rivalisant même avec Jean-Claude Juncker, son illustre prédécesseur. Xavier Bettel, c'est le nouveau visage d'un petit pays profondément européen qui veut faire entendre sa voix. Voilà pour ce portrait. On en retient, avant de commencer l'entretien avec Sophie Malibaud, vous êtes un libéral. En France, vous serez plutôt classé au centre ou à droite, mais vous dirigez une grande coalition. Vous avez choisi d'être complètement atypique dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. C'était en fait les partis avec lesquels on avait le plus de points communs pour faire un programme qui allait aussi dans la bonne direction. On voyait juste à la veille des dernières élections législatives qu'il y avait un problème avec le parti de M. Juncker. Et on a vu après les élections législatives... Qui lui est resté 20 ans au poste que vous occupez aujourd'hui. Oui, mais bon, les élections font que des fois il y a des changements, même au Luxembourg. Bien sûr. Et les chrétiens sociaux, après les élections même, ne comprenaient pas. Ils étaient là pour dire, bon, on va faire une coalition avec qui, et puis qui va se soumettre. Et ce n'était pas le but. On devait avoir une nouvelle politique. Vous me dites libéral, ce qu'il y a, c'est que en France, je vais vous dire honnêtement que je suis quelqu'un qui
suis plutôt centre-droit de point de vue économique. Je suis contre l'assistanat à outrance, je suis pour le fait de motiver les gens, de responsabiliser les gens, mais je suis pour toutes les questions de société plutôt à gauche, qu'on le qualifie en C'est proche de Valls, le nouveau Premier ministre français, par exemple. J'ai pas eu encore l'honneur de le rencontrer, donc je pourrais vous le dire après l'avoir rencontré, et donc question de société plutôt à gauche, pour l'euthanasie, pour l'avortement, pour le mariage gay, etc. etc. Du point de vue des attentes sur le changement de politique, votre prédécesseur a lui-même estimé que finalement, il n'y avait pas tellement de changements en vue. Il y a eu beaucoup d'échanges d'amabilité entre vous deux d'ailleurs, et lui a estimé que finalement ce que vous proposiez pour l'instant, vous ne reniez pas la politique qu'il a lui-même appliquée. Alors je dois tout d'abord vous avouer qu'il est en effet pour un pays comme le Luxembourg où il serait suicidaire de dire qu'on veut tout changer du jour au lendemain, point de vue finance, point de vue économique, point de vue droit du travail, etc. etc. Il y a bien sûr, on peut pas, et j'étais chef de l'opposition, je fais partie de ces gens qui peuvent vous dire que l'opposition actuelle, donc la majorité d'hier, a fait aussi du bon boulot dans certains dossiers. Et qu'il faut arrêter de dire, maintenant on annule tout ce qui a été fait auparavant. C'est faux. Et je ne supporte pas non plus ce cliché de toujours dire ce qui vient des uns ou des autres est mauvais. Il y a une certaine continuation. La place bancaire, quand on parle de secret, de transparence, je pense qu'on va en parler de toute façon. Ne faites aucune illusion, on y arrive. Je m'y attends. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été amorcé déjà par le précédent gouvernement et qui est continué par ce gouvernement. Alors de nous reprocher de ne pas faire une fracture et de tout vouloir changer, non. Il y a certaines choses... Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau ? Mais plein de choses. On a des points de vue question de société. La loi sur l'avortement, par exemple, quelque chose que... avec les chrétiens sociaux, on obligeait la femme à aller voir un toubib et après le toubib d'aller voir une association pour expliquer pourquoi elle voulait avorter. C'est pas normal. C'est une décision personnelle. Vous avez vu l'Espagne qui fait marche arrière. Oui, mais je ne commande pas ce qui est fait dans d'autres pays. Moi, je suis Premier ministre au Luxembourg. Mais on doit se mettre au diapason des réalités de nos jours. On a une politique. Et ce qui est très important, juste parce qu'on parle de questions de société, ce qui est important, c'est qu'on parle de ça. Moi, je vais vous dire que la chose la plus importante que nous allons faire, et qui n'était pas fait auparavant, c'est de reprendre les finances publiques en main. Alors ça, on en parle. Vous dites, oui, est-ce que c'est une cassure ou pas une cassure ? On a eu une dette publique qui n'a cessé d'augmenter. Et ça, j'en veux plus. Elle a augmenté de x10 en 11 ans, c'est à peu près ça. Et à politique, elle reste raisonnable. Hein. Oui, mais vous savez, être raisonnable, tout dépend aussi de ce que bien vous avez des pays vous l'envirez, c'est ce que je veux dire. Oui, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable. Au Luxembourg, il faut comparer, il faut voir sur quoi est basée l'économie, la possibilité que ça puisse changer ou quoi que ce soit. Donc moi, je ne veux pas être... Vous savez, faire de la politique ne veut pas dire être le chouchou des sondages. Moi, je préfère faire de la politique en me disant que je risque de perdre des points. Là, j'ai fait des scores, j'étais à 83, 84%, ce qui est extraordinaire. Mais je n'ai pas de problème de diviser par deux s'il le faut. Si je suis convaincu que les décisions que je dois prendre avec mes collègues au gouvernement sont les décisions importantes pour ce pays. Alors, et si demain, je dois chuter... Où est-ce que vous allez rogner pour réduire cette dette publique ? Partout. Coup de rabot partout. Partout. C'est la bonne méthode de raboter un petit peu partout plutôt que de cibler certains secteurs plus. Vous savez, si vous faites certains secteurs, vous avez dans un pays, surtout comme un petit pays comme le Luxembourg, où la cohésion sociale est quelque chose de très important, vous allez donner l'impression de cibler l'un par rapport à l'autre. Vous allez cibler les jeunes par rapport aux vieux, vous allez cibler les fonctionnaires par rapport aux employés privés, vous allez cibler les plus riches par rapport... Voilà, alors c'est sûr que les épaules plus larges contribuent plus. Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord. On ne va pas prendre à celui qui n'a déjà rien, mais l'effort doit être collectif. C'est ça ce qui est important. Il faut arrêter de dire on fait une politique contre cela. On veut faire une politique pour le pays. Peut-être un mot de commentaire sur ce qui se passe en France. Vous parlez de popularité. François Hollande bat des records d'impopularité, 18% derrière lui. Son Premier ministre, votre homologue, lui au contraire 40 points de plus. Vous trouvez que cette politique dite de rigueur, telle qu'elle est qualifiée, en tout cas de grande vigilance, vous pensez que c'est bien pour la France et c'est bien pour la France dans l'Europe ? Alors c'est bien pour nous tous. Je dois vous dire, la politique de rigueur n'est pas le bon terme. Ce que je pense, c'est qu'on doit faire une politique plus prudente, on doit arrêter de dépenser de l'argent. Il faut se désendetter, en tout cas, c'est ce que vous dites. Vous savez, vous-même, quand vous avez plus de sous, vous avez l'huissier qui passe à la maison et qui vend ce qui vous reste. J'ai pas envie. L'huissier, c'est quoi ? C'est Bruxelles aujourd'hui ? Non, l'huissier, c'est tout simplement... Aujourd'hui, l'huissier, c'est les banques, c'est les entreprises internationales, c'est tout simplement, je veux dire pas les banques maintenant qui vont nous sanctionner, mais le jour où je n'ai plus d'argent et je dois emprunter, et je n'ai plus d'opportunité d'avoir d'argent, qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve
en problème. Donc comme on vous, a vu dans plutôt d'autres l'homme pays. que l'on qualifie de droite ou de centre-droite, vous dites ce que fait François Hollande, l'homme de gauche en France, il faut le faire, c'est inévitable, c'est du bon boulot qu'il fait. Si on pense à hier et à aujourd'hui, on ne serait pas obligé de le faire. Ouais. Mais si on pense à demain, on est obligé de le faire. Et si les coupes dans les dépenses finissent par étrangler la reprise de la croissance, vous qui êtes un pays qui dépendait beaucoup de vos pays, des pays frontaliers dont la France, ça risque de vous poser des difficultés? Je pense que l'effort, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut le faire à un très large niveau. Nous, on a commencé la TVA, je l'ai annoncé, c'est pas populaire, on augmente la TVA. Alors on me dit, oui, mais vous l'augmentez à 17%. Nous, on est à tel et tel pourcent. Mais je ne vais pas l'augmenter par plaisir, 4% de plus, pour me dire comme ça, je rentre plus d'argent. Il faut voir pour comment être compétitif, comment être attractif, comment avoir quand même, comment ne pas étrangler, comme vous dites exactement, aussi le contribuable. Et donc, il faut voir, vous avez la possibilité d'augmenter les recettes, vous avez la possibilité de diminuer les dépenses, et ce qui est surtout très important, attirer. Et ça permettra aussi d'augmenter les recettes, d'attirer, d'être attractif, d'avoir des entreprises, des gens qui viennent investir dans votre pays. Et les trois, il faut trouver un mélange équilibriste entre les trois. Pour l'instant, le cocktail en France, il vous semble adéquat ? Il ne sera pas populaire en tout cas. J'ai entendu la déclaration de M. Valls à la télé. Je pense que c'était une... Alors ça surprend. Alors vous allez avoir des gens de gauche qui vont vous dire « c'est pas normal, on ne peut pas prendre, on doit tout laisser ». On ne peut plus aujourd'hui. Ce qui m'énerve le plus en politique, je dois vous le dire honnêtement, c'est de dire qu'il y a des sujets tabous. Je ne supporte plus qu'on arrive à une table ronde, qu'on se met à table avec quelqu'un pour discuter de quelque chose, et on dit on ne peut pas discuter de ça, ça, ça et ça. On est dans une situation aujourd'hui où on doit pouvoir parler de tout. Il faut faire les calculs. C'est la position de la France d'avoir des sujets tabous quand elle est à Bruxelles. Moi, je vous parle de Luxembourg. Alors, parlons d'un chiffre, le chiffre des 3% du déficit du produit intérieur brut, c'est-à-dire ne pas dépasser cela. La France s'est engagée à revenir dans les clous, comme on dit, demande des sursis, demande à étaler un peu, à différer un peu ce calendrier. Vous dites, comme Élodie Durupeau en Belgique, finalement on n'est pas à 2 ans près, ou au contraire, il faut être rigoureux, il faut respecter ça pour qu'il n'y ait pas de bons et de mauvais élèves en Europe. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Il ne faut pas reporter. Si on reporte sine die, on ne va jamais y arriver. Le problème qu'il y a, c'est qu'on doit... L'orthodoxie budgétaire maintenant. On doit montrer qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est ce qui est important. Je pense que les pays... Je comprends que certains pays ont plus de mal actuellement, et vous allez avoir certaines personnes qui vont vous dire on ne peut pas étrangler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde. On va asphyxier notre économie, on va s'asphyxier nous-mêmes, et par un cercle vicieux, ça va nous... en fait, avoir un effet encore plus négatif sur notre économie. Je suis convaincu que Bruxelles a demandé des chiffres, on a les 3%, et on doit se diriger vers la bonne direction. Et s'il y a quelqu'un qui dit « je fais ça, ça et ça et ça, je ne peux pas faire plus », mais je ne suis pas non plus d'accord que selon la taille des pays, il y ait des exceptions. Oui. Ce n'est pas une Europe à géométrie variable selon la taille ou quoi que ce soit, mais on doit aller dans cette direction. Et je dois vous le dire, ce n'est pas, et vous parlez de Bruxelles, ce n'est pas Bruxelles qui l'impose, c'est notre futur qui nous l'impose, c'est nos générations futures qui nous l'imposent. Vous imputez la montée du chômage dans votre propre pays, au Luxembourg? Alors il y a beaucoup de choses. On rappelle 7%. À nouveau, c'est presque miraculeux. C'est presque le plein emploi dans d'autres pays. C'est catastrophique pour nous, car on n'avait jamais... du chômage structurel. C'est un chômage qui est devenu structurel. L'Espagne à 20-25%, on rappelle les chiffres. 7% catastrophique. Bon, au départ, il y a déjà l'éducation. Ouais. On a un problème, c'est qu'on crée plus d'emplois chaque année au Luxembourg qu'il n'y a de chômeurs qui rentrent au chômage, mais le chômage augmente. C'est-à-dire que les gens ici ne sont pas formés pour ce qui est la demande sur le marché de l'emploi. Ça, c'est le premier problème. Si on arrivait déjà à faire ça. Et puis, vous avez l'ADEME, pendant très longtemps, je dois vous l'avouer, c'est notre administration de l'emploi, était gérée de manière à ce qu'on gère des dossiers, mais qu'on ne combatte pas le chômage. Et pour nous, c'est une priorité pour ce gouvernement. On ne gère pas des dossiers, on combat le chômage. Et ce n'est pas le numéro 3875, le chômeur, c'est une famille, c'est une personne. Et il faut faire des démarches. Il faut aussi l'inciter. Vous savez, on a eu des mesures, là on a pris une mesure, on a déjà des syndicats qui râlent. Aujourd'hui, au Luxembourg, et vous voyez la taille du pays, vous aviez la possibilité de refuser un emploi parce que c'était trop loin. D'accord ? Trop loin. Vous connaissez la taille du pays, je le répète. On a dit en tant que gouvernement, on ne peut plus aujourd'hui dans ce pays dire « je refuse cet emploi car c'est trop loin pour moi ». Et vos alliés socialistes ont laissé faire... Le ministre du Travail est socialiste. Ouais, Je vous dis, on est un gouvernement
réaliste. On a un gouvernement qui allie, et c'est ça ce qui est bien, on a une composante sociale, une composante écologiste, une composante libérale, et les trois ensemble ont fait un programme pour ces 5 prochaines années qui est un programme réaliste, qui colle aux réalités. Et ce n'est pas un programme de parti stricto sensu où chacun a son volet. Moi j'ai eu le volet social pour ça, moi j'ai eu le volet écologiste pour ça, moi j'ai eu le volet libéral pour ça. C'est un programme, c'est un gouvernement qui a cette philosophie dans chaque sujet. Alors, le patron, je suis le coordinateur, je suis le chef peut-être du gouvernement, mais c'est une équipe. Voilà. J'en ai Vous êtes ras-le-bol d'avoir une personne en haut qui est l'oracle de Delphes, qui est là et qui, quand il parle, c'est ça ce qui est réalité. Je n'en veux plus. Vous êtes élu pour 5 ans, oui. vous allez travailler avec des socialistes, des écologistes, etc. Mais avec tout le monde, je suis prêt à travailler avec tout le monde au Parlement. Ça, c'est mon gouvernement. Vous allez travailler avec une coalition donc très large. Si vous échouez dans votre projet, si le chômage continue à augmenter, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, les électeurs, ensuite, ils se tournent vers les extrêmes ? Mais non, il y a encore, M. Juncker ne fait pas partie encore des extrêmes. Il Donc fait partie chrétien-social. On a du mal quand même, parce que lui aussi a une conception très sociale. On doit montrer aux gens qu'on veut le faire et qu'on va le faire. Je ne peux pas ouvrir des sociétés et donner aux gens des emplois tout simplement pour les occuper. Pour dire, vous avez un emploi maintenant pour que je baisse mon taux de chômage. Ça, c'est pas la politique que je veux faire. Mais on doit tout faire, on doit avoir... Donc, et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la TVA, avec toutes ces questions, on doit créer aussi de l'emploi. On crée aujourd'hui de l'emploi au Luxembourg, mais on n'arrive pas à placer des gens. Donc, il est important déjà d'avoir l'éducation. C'est tout un volet ensemble. Et je suis convaincu, ce gouvernement va tout faire. Et je suis content déjà, ça se commence. Vous n'allez pas me dire, parce que ce serait hypocrite maintenant de vous dire, vous savez, moi je suis Premier ministre depuis 4 mois, maintenant le chômage y baisse. Ce serait hypocrite. C'est un sujet, il y a des choses en politique que vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain. Celui qui vous dit, avec moi en tant que président, je baisserai le chômage demain, c'est un menteur. Le changement, c'est maintenant, c'était pas un bon slogan, M. Bettel. Celui qui va vous dire que pendant sa législature... Et je termine, je suis poli, madame a posé une question. Quand vous vous engagez sur un terme, c'est comme les gens qui me disent, vous êtes Premier ministre depuis 100 jours, pourquoi il n'y a pas tous les résultats? Mais j'ai été élu pour 5 ans. Vous avez des objectifs pour le chômage, comme en France, on avait décidé d'inverser la courbe du chômage avant la fin 2013. Maintenant, on a un président qui affirme même que si jamais il ne se représentera pas s'il n'obtient pas des résultats sur le chômage. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Non. Une échéance? Non. La prochaine échéance, c'est le 31 décembre 2014, sera le 31 décembre 2015, sera le 31 décembre 2016, sera le 31 décembre 2017, où je veux voir chaque année, mais bien sûr pas que le 31, ce sera chaque jour. Chaque jour de cette année sera une échéance où j'espère pouvoir réaliser quelque chose. Ce n'est pas, pour vous dire maintenant, il est à 7%, je veux qu'il soit à 5,8 ou qu'il soit à 4,3 ou qu'il soit à 6,2, j'ai pas envie de faire de politique de chiffres comme ça. Vous pensez que ça n'a pas de sens de mettre un objectif chiffré? Si demain il y a la guerre en Ukraine, vous ne croyez pas que ça va avoir des répercussions sur l'économie européenne? Alors, à quoi ça sert? Je n'ai pas une boule de cristal qui me permet de vous dire demain, le chiffre sera tellement. Je ne lis pas le Mar de café. Je fais un travail au quotidien avec mes collègues au gouvernement pour faire le maximum. Dans ce pays, près d'un habitant sur 2 est étranger. Ça ne pose pas de problème en matière de montée des extrêmes ou de rejet de l'autre, comme dans d'autres pays? Non, je pense que le Luxembourg, s'il doit savoir d'où il vient et si aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est justement par ce melting pot, par que ce soit les entreprises de savoir-faire. Le Luxembourg s'est fait à travers la place de l'Europe, à travers l'Europe qui s'est créée au Luxembourg, à travers ces échanges. Mais ce qui est important, c'est de surtout éviter qu'on ait des sociétés parallèles qui se créent. J'étais maire de cette ville pendant 2 ans, et en tant que maire, par exemple, j'étais assez dur, et ce n'était pas une politique du tout qui était contre l'étranger ou pour le luxembourgeois, mais je demandais, par exemple, parce qu'on avait des associations qui se créaient de foot pour portugais, de foot pour français. Et je ne veux pas ça. Je voulais toujours qu'il y ait des choses qui se fassent ensemble. Parce qu'après, on va voir les enfants qui vont aller dans une école d'une telle nationalité, ils vont aller chez les scouts d'une telle nationalité, ils vont faire le foot d'une telle... Il n'y aura jamais ces liens, et c'est ça qui font un pays. Alors, nous allons faire une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde pour faire le point de l'actualité. Reste avec nous, vous allez adorer la prochaine partie de l'émission. On va parler du Luxembourg paradis fiscal. Vous avez tas de choses à nous dire là-dessus, j'imagine. Tout d'abord, l'actualité.
Retour à International, nous recevons aujourd'hui, nous sommes au Luxembourg, nous recevons Xavier Bettel, le Premier ministre de ce pays. Vous êtes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Après ce point d'actualité, nous parlons d'ailleurs peut-être tout à l'heure de l'Ukraine. On va parler peut-être de ce qui est attaché à l'image de votre pays, c'est-à-dire une sorte de paradis fiscal. Le Luxembourg, la place des banques, on n'a pas d'informations, c'est planqué, une sorte de pays offshore comme ça planté au cœur de l'Europe. Je vais même vous faire plaisir. Je vais vous lire ce que dit un député français, mais je ne vous apprendrai rien. Laurent Wauquiez, donc un député de droite, il dit eh bien, ce n'est pas un vrai pays, c'est un pays artificiel. Et il ajoute voilà, ce pays n'aurait pas sa place aujourd'hui dans un noyau dur de l'Europe. Il faudrait sortir le Luxembourg. Réponse du Premier ministre luxembourgeois. Alors d'abord, moi, on m'avait parlé d'un monsieur Wauquiez qui était à l'UMP, soi-disant une des éminences grises et des grands. Il n'a pas un frère ? Non. Ah bon, parce que enfin, il a peut-être un, mais en tout cas pas en politique. Je pensais que c'était lui qui était à l'UMP qui avait dû dire ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un d'intelligent tienne des propos pareils. Donc, pays artificiel. Non, pas artificiel. Vous savez, j'aimerais bien que les politiques françaises expliquent aux plus de 100 000 frontaliers français qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg, qui font un travail artificiel et qui ne contribuent pas justement à la richesse de ce pays. Qu'ils leur disent, qu'ils viennent leur dire. Le Luxembourg est un pays qui est basé sur les services. Basé sur les services où, et je l'avoue, on a eu une époque, un temps, où la place bancaire luxembourgeoise n'était pas la plus transparente. On s'est engagé depuis quelques années. À partir du 1er janvier 2015, il y a l'échange d'informations automatique. Dans 6 mois, qu'est-ce que ça va changer ? C'est la fin de... voilà, du secret bancaire. Mais il est déjà ouvert. Vous savez, alors on a eu d'abord l'impôt à la source qui était donc le précompte, où on donnait donc aux États. Et là maintenant, à partir du 1er janvier 2015, il y aura les informations qui seront faites. Automatique. Donc, échange automatique d'informations fiscales, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un compte en banque dans votre pays, c'est désormais l'information part automatiquement, même sans être demandée au fisc français. Non, alors pour compléter votre question, un Français qui habite en France, qui vient ouvrir un compte au Luxembourg, oui, mais quelqu'un qui habite au Luxembourg, non. Oui, quelqu'un qui vient de l'étranger, donc oui, c'est un résident étranger qui ouvre un compte au Luxembourg, oui. On ne peut pas aujourd'hui être la place bancaire de la fuite du fisc. Donc on ne peut pas être là en disant on veut se faire de l'argent sur le dos des fiscs d'autres pays. Ça va représenter quel manque à gagner pour votre économie ? C'est sûr qu'il y aura des clients, mais ça fait déjà quelques années que la place luxembourgeoise est en transition depuis un certain temps. Vous le savez, vous qui gérez ce pays, vous savez combien... On sait que ça aura des répercussions sur le travail, on sait que ça a une répercussion sur les rentrées, mais on ne pouvait pas faire autrement et on ne voulait pas faire autrement. Vous n'êtes pas d'accord avec les estimations qui court de 15 milliards de manque à gagner ? Il y a un engagement qui a été pris par le précédent gouvernement de vouloir avoir une place bancaire luxembourgeoise qui soit réputée pour ses compétences, pour ses services. Aujourd'hui, vous parlez par exemple de la place bancaire. La politique des fonds, personne n'y a cru au début. On est la 2e place mondiale pour tout ce qui est fonds. On est la première place en Europe pour les fonds d'investissement. Donc il y a tout simplement au Luxembourg toujours su avoir une législation qui réagit rapidement, qui regarde là où il y a des niches, qui regarde là où légalement on peut faire quelque chose. Donc on va passer donc du secret bancaire à l'optimisation fiscale. On va rentrer tout simplement à des produits légaux, en légalité avec les 28 autres pays membres, avec les règles internationales. Et ce qui était très important pour nous aussi, vous savez, quand on parle de transparence et d'échange d'informations, c'est que ce soit fait au niveau du G20 et au niveau du GAFI, et donc ce soit aussi un standard mondial qui doit... Quel est l'avantage maintenant de dire, alors on va supprimer le Luxembourg, mais la Suisse va le faire, ou alors on va supprimer la Suisse, mais alors Dubaï ou Singapour vont le faire. Ce qui est important, c'est qu'au niveau mondial, on se mette d'accord que l'argent que l'on gagne dans un pays, eh ben, ce qui est à payer, on le fait dans son pays. C'est pas la première fois qu'on dit que le secret bancaire, c'est fini. Sarkozy l'avait dit en 2009. Donc ça met beaucoup de temps. Est-ce que 2015, c'est vraiment le début, la levée du secret bancaire est effective, ou est-ce qu'il y a encore des possibilités ? Moi, je pense que c'est le début d'une nouvelle époque. J'en ai ras-le-bol qu'on parle de fin d'une époque. Est-ce qu'il y a encore des conditions ? Est-ce que si la Suisse ne continue pas à progresser dans sa négociation avec l'Union européenne, vous pourriez éventuellement... faire machine arrière. J'ai pris un engagement, je l'ai pris au dernier Conseil européen, que le Luxembourg, et ça a été déjà adopté, hein, la directive épargne a été adoptée déjà lors d'un Conseil agricole, parce que c'était en point A. Tout ce qu'il y a, et c'est ça ce qui est important, avec les 5 autres pays, dont Andorre, Saint-Marin, Monaco, Liechtenstein et la Suisse, il a été retenu dans les conclusions
que si l'Union européenne n'obtient pas d'ici décembre des garanties de la part, et des évolutions de la part de ces pays, pas seulement des garanties, parce que du blabla, du concret, comme quoi que ces 5 pays vont aussi dans ce sens et qu'on a des garanties et un agenda avec un timing, qu'est-ce qui va être fait, quoi, oui, comment, l'Union se réserve le droit de garantir. C'est-à-dire qu'on verra quels sont les moyens que l'Union européenne a par rapport à ces 5 pays pour garantir. Et c'est que la Suisse, les autres 4 sont déjà allés en diapason avec l'Union européenne. Mais je suis content parce que c'est une nouvelle époque, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans ce sens-là. J'ai pas envie de pousser, j'ai pas envie de parler. Vous allez parler de sanctions, je suis sûr. Vous allez sur le. Vous l'avez sur le bout de la lèvre. Éventuel, au moins. On l'a presque entendu alors. Y aurait-il des sanctions? Le but, tout simplement, aujourd'hui, et c'est ce qui est important, je vous le dis encore une fois, c'est qu'au mois de mai et au mois de juin, au niveau du G20, au niveau du GAFI, il y a des règles qui prennent. Parce que même la Suisse, si après vous avez d'autres places bancaires qui ne font rien, c'est pas utile non plus. Donc il est important qu'on avance dans ce sens-là. Donc vous nous dites, Monsieur le Premier ministre, dans 8 mois, il y a un nouveau Luxembourg. Dans 8 mois, il y a pas un Luxembourg qui est en transition déjà depuis 3-4 ans et qui aura atteint encore une nouvelle étape. Parce que je cite cet homme politique à nouveau français sur lequel nous donnons le frère, non, c'est bien lui, je vous assure, je vous laisserai la dépêche. Laurent Wauquiez dit effectivement le Luxembourg n'a pas de tissu économique et industriel. C'est faux. C'est faux. C'est faux de parler qu'on a. Mais il n'y a que des banques, mais qui viennent. Pour quelqu'un qui était quand même au gouvernement pour les affaires européennes, tout simplement, allez voir le Luxembourg. Actuellement, on est un des pays, point de vue, par exemple, tout ce qui est IT, on a la fibre, on est au point de vue rapidité, on est en train d'avoir vraiment les hautes technologies, les biotechnologies, l'industrie. Avec la Lorraine, on partage une histoire minière qui encore des gens aujourd'hui travaillent dans le fer dans ce pays. On a des technologies. À la mine, Mais il y a toujours des gens qui travaillent à la mine et c'est un emploi très honorable. Il ne faut pas les ouvriers qui se lèvent tous les matins. Le pays compte moins sur son industrie au sens classique du terme que sur ses services. Oui, mais c'est pour ça qu'aussi on est en train d'investir. Ce gouvernement, tout à l'heure on a parlé d'économie. Le gouvernement veut faire des économies, sauf là où vraiment ce sont des produits d'avenir, que ce soit les biotechnologies, que ce soit la logistique. La logistique permettra à des gens qui ont peu de formation de pouvoir trouver un emploi aussi là-dedans. Parce qu'on peut pas, si on fait l'IT, on ne peut pas mettre tout le monde derrière un ordinateur, il n'y a pas tout le monde qui a les capacités pour le faire. On va revenir d'un mot sur cette image de paradis fiscal, ce sera peut-être la dernière question qu'on vous posera là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps? Vous avez, je le répète, un peu plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que le gouvernement précédent a mis autant de temps? Il y avait un mauvais vouloir politique, il y avait une difficulté, ça ramenait trop d'argent, les déposants disaient on préfère cette opacité. Qu'est-ce qui s'est produit? Après, on n'a pas, c'est promis, mais... Parce que je trouve encore une fois que ce qu'a décidé l'ancien gouvernement et ce que continue à faire ce gouvernement, c'est tout simplement de faire ça dans une suite logique, en ayant aussi une harmonisation qui soit faite au niveau international. C'est ce qui a été fait et on a vu que ça avance dans ce sens-là, c'est pour ça que c'est important. Alors il y a un autre grand rendez-vous important dans un peu plus d'un mois, le 25 mai prochain, ce sont les élections européennes. Le Luxembourg est pays fondateur de l'Union européenne. On a le sentiment que l'Europe ne va pas très bien. Les eurosceptiques ont le vent en poupe, pourraient avoir leur groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rêve européen dans lequel votre pays a été un ardent acteur initial, il y a près de 60 ans maintenant, pourquoi est-ce que l'idée ne fait plus rêver? C'est de la faute à qui? À nous. À nous. À nous. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit c'est Bruxelles. Alors on parle, c'est sûr, on va parler des pots d'huile, on va parler de la banane, on va prendre ces exemples idiots, on va parler aujourd'hui de la politique de la difficulté à décider aussi à 28 déjà. Je dirais pas que c'est la difficulté à discuter, je dirais tout simplement c'est le fait qu'on a beaucoup de mal, vous voyez, à expliquer certaines décisions nationales qui sont prises, parce que les décisions au niveau de l'Europe sont prises par nous. Il faut arrêter de dire que c'est Bruxelles qui décide. Il n'y a pas à Bruxelles quelqu'un qui s'appelle Bruxelles et qui dit c'est moi qui prends les décisions. Les décisions sont prises au Conseil des ministres où on est à 28, ils sont prises au Conseil européen où on est à 28. Vous voyez comment elles sont prises, par exemple, dans le champ de la politique extérieure. Par exemple, de ce côté-là, on ne progresse pas beaucoup. Ça, je pense que ce n'est pas le sujet qui intéresse vraiment les Européens aujourd'hui, la politique extérieure, qu'elle soit commune ou pas commune. Peut-être, mais ça ne donne pas tellement d'existence à l'Europe de voir que sur les grands conflits qui ensanglantent la planète, comme en Syrie par exemple, ou les endroits de tension comme en Ukraine, il n'y a pas une voie européenne. Mais c'est dur aussi, on n'a pas d'armée européenne. Donc si on avait l'exécutif européen, et donc après avoir pris des décisions, on pouvait envoyer ses troupes ou quoi que ce soit, on pourrait. Mais on n'a pas. Alors quelles sont on peut prendre des sanctions économiques au niveau européen, on peut prendre des sanctions énergétiques, on peut prendre des sanctions financières. Donc il est très dur de pouvoir, quand vous avez l'ONU qui prend une résolution et qui décide d'envoyer des casques bleus, d'envoyer une mission, d'autoriser comme ça, elle a une force. L'Europe n'a pas ça. Donc l'Europe aujourd'hui, je pense que c'est ça ce qui est très important. Quand je parlais tout à l'heure, parce que permettez-moi juste de revenir sur ce sujet, qui je pense est important. Aujourd'hui, quand on dit, vous dites, madame, les gens de partis d'extrême vont dire
dire lors des élections européennes en France et partout, si on a une politique de rigueur, si on ne peut pas dépenser plus, c'est à cause de Bruxelles. Et au lieu de nous dire que non, c'est pour nous, c'est pour les générations futures, c'est pour avoir une politique qui correspond et qu'on arrête de faire la politique du chéquier sur des comptes qu'on n'a pas, on va dire oui, mais bon, on n'a pas le choix, on doit le faire parce que Bruxelles a décidé. Et nous-mêmes, on le dit. Et souvent, des textes où on a donné notre accord au Conseil des ministres ou quoi que ce soit, on va dire oui, mais ça vient de Bruxelles. C'est une facilité démagogique? Je pense qu'on oublie ce que nous apporte l'Europe. Vous savez, moi j'ai été étudiant, juste 2 secondes, j'ai fait un programme Erasmus. J'ai été étudiant en Grèce. J'ai passé des frontières où la frontière était fermée le soir parce qu'il y avait un match de volleyball à la télé. J'ai dû désinfecter ma voiture parce que soi-disant je ramenais des microbes dans un autre pays. Aujourd'hui, je me promène librement en Europe, avec de l'argent. J'ai pu me faire soigner à l'étranger. J'ai pu faire mes études à l'étranger. Je peux partir en vacances à l'étranger. Je peux me marier avec une personne, quel que soit son passeport. Ce sont des choses qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui sans les avoir. Alors vous disiez... Et qu'avant, ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, l'acquis européen est devenu une évidence. Alors vous disiez c'est de notre faute. Vous disiez c'est de notre faute si l'Europe ne va pas bien. Donc peut-être. Mais nous-mêmes aussi. Oui. On oublie de dire ce que l'Europe nous apporte. On dit tout ce qui ne marche pas en Europe. On oublie de dire ce que nous apporte. Mais enfin, on ne peut pas faire l'impasse sur la crise économique, la crise de la zone euro. Non, mais l'Europe peine à y trouver des solutions. La crise vient d'où? La crise vient d'où? Parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. On a dépensé plus qu'on avait. On a eu des dettes. Mais si on parle de solidarité, par exemple, quelle solution est-ce que l'on trouve en commun à ce type de problème? Mais les solutions telles qu'on a décidé maintenant de voir comment on peut aider. On a aidé quand même certains pays qui étaient en difficulté. On aurait pu, vous savez, aujourd'hui, si aujourd'hui on dit à certains pays, il faut réduire votre dette à temps, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut remplir tel critère. La potion a été amère pour les Grecs. D'accord, mais si demain, un pays ne le fait pas, et après-demain, il fait SOS, j'ai besoin de sous. Vous croyez que dans mon Parlement, je trouverai une majorité de gens qui vont dire on leur avait dit de faire ça et ça et ça et ça. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils disent j'ai besoin de sous. Et que mon Parlement va dire bravo. C'est comme ça que certains s'interrogeaient sur le maintien ou non de la Grèce au sein de l'Union européenne. On doit arrêter aussi de dire, il doit y avoir aussi une certaine solidarité. Ce qui est important, c'est de prévoir maintenant. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait aussi l'union bancaire maintenant qui existe pour éviter de telles crises à l'avenir. Et que ce ne soit pas le contribuable qui soit le premier à devoir renflouer les caisses dans ce cas-là, mais que ce soit les banques entre eux. Il y a un débat actuellement. Vous dites que ce n'est pas de la faute à l'Europe sur la crise. Certains disent que c'est de la faute à l'euro, notamment dans le gouvernement français. L'euro serait trop fort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vois que vous levez les yeux au ciel, ça ne vous convainc pas non plus, ça? On va se plaindre maintenant qu'on a une économie qui reprend et avoir un euro fort? Il pénalise l'exportation. Alors, c'est ça ce qui me fait rire. Alors, quand l'économie va mal et l'euro est faible, on va dire l'euro est trop faible, mais l'économie ne va pas bien, donc c'est pas bien. Maintenant que on reprend... l'économie reprend, l'euro commence à grimper, on va dire que l'euro est trop fort. On ne peut pas bloquer, on ne va pas faire, comme certains pays, faire un blocage en disant à partir de ça, c'est bloqué. Soyons fiers d'avoir une monnaie qui est de l'argent et qu'on ait un pouvoir d'achat qui augmente grâce à l'euro qui augmente. Quand vous entendez par exemple Marine Le Pen en France, et même d'autres formations, il faut sortir de cette monnaie, sortir de l'euro. Ça me rend triste et que les gens réalisent aujourd'hui ce que vaudrait le franc français. Je ne sais pas si on parlerait de centimes encore ou de francs anciens. Vous craignez qu'il y ait une montée dans les résultats des élections à venir, qu'il y ait une véritable montée des eurosceptiques? Dans un mois, oui. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à croire en l'Europe, si nous-mêmes, on n'arrive pas à défendre l'Europe, si nous-mêmes, en tant que politiques, qui sommes des Européens, pas tous, mais pour un grand nombre convaincus, oublions de dire ce que nous apporte l'Europe, d'expliquer ce que c'est l'Europe. Oui. Et aujourd'hui, vous savez, en plus, surtout, mais ça c'est la preuve, en période de crise, on cherche toujours un coupable. Et donc les partis extrémistes essayent toujours de montrer qui peut être coupable. Et il y a cette figure de l'eurocrate de Bruxelles, loin des préoccupations des populations. Il y a cette figure-là, c'est là-dessus que jouent les extrêmes et les eurosceptiques. Ils vont parler aussi, alors ceux qui sont eurosceptiques, ils vont parler des eurocrates de Strasbourg aussi. Ils vont parler des eurocrates de Luxembourg. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires dans ces 3 capitales. C'est ça aujourd'hui. Et pour ça, c'est une bonne chose à ce moment-là, d'avoir un duel, des candidats qui se battent pour diriger la Commission européenne, d'avoir un Juncker et Schulz qui est à débattre, mais on ne les entend pas encore beaucoup. Alors on les entend un petit peu. Il faut dire que ce sont des personnes qui ont beaucoup de points communs. Ce sont des gens... Qu'est-ce qui les différencie? Pas que la barbe. Pas que la barbe de M. Schulz. De Schulz, ce sont des personnes qui ont... Jean-Claude Juncker est quelqu'un qui est peut-être d'un parti de droite, mais qui est très engagé socialement. Vous soutenez, lui, par exemple? Jean-Claude Juncker? Oui, je soutiens
la personne. Je ne soutiens pas le parti, mais je soutiens la personne. Donc, si Jean-Claude Oui, Juncker c'est a l'opportunité... pour les lecteurs, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Je le dis. Moi, j'ai un candidat qui s'appelle Guy Verhofstadt, en tant que libéral. Oui. Guy Verhofstadt, s'il a la chance de pouvoir l'être, il l'est. Mais c'est les gouvernements qui nomment les commissaires, vous devez comprendre. Donc, si Oui, demain, mais cette fois, on me demande... on va tenir compte du résultat des Mais élections bien au sûr, Parlement. et si Jean-Claude Juncker, parce que je dois voter quand même après au Conseil Oui. européen, je suis même petit, j'ai un droit de vote. Une voix comme l'Allemagne, J'ai comme le droit de d'autres vote. Non, ça pays, comme la dépend. France. Au Conseil européen, oui. Ouais. Et donc si la candidature de Jean-Claude est arrivée en tête et on propose, il peut compter bien sûr sur moi. Je ne vais pas dire je vote contre lui parce que je veux que ce soit Guy Verhofstadt. Si Jean-Claude est le candidat qui sort qui est proposé, le Premier ministre luxembourgeois soutiendra bien sûr sa candidature. Et vous savez que c'est un Européen qui est convaincu. C'est quelqu'un qui est de Patron de droite, l'Eurogroupe mais qui pendant Et qui je est... beaucoup suis d'années. un Européen convaincu. Si aussi, mais vous devez comprendre qu'en tant que luxembourgeois, on est fier si on pouvait avoir un candidat luxembourgeois à la présidence. Et Oui, pas parce qu'un candidat, un président. C'est une Votre- logique difficile à comprendre pour les eurosceptiques. De toute façon, ils veulent rien comprendre. Un vrai eurosceptique veut rien comprendre. Un eurosceptique, de toute façon, tout est mauvais. Il commence déjà, il entend la 9e de Beethoven, il trouve déjà que c'est moche. Donc, alors, tout ce qu'on vous allez dire sur l'Europe, de toute façon, est pas bon, c'est pas bien. On n'a pas d'hymne européenne, on n'a pas d'identité européenne, on n'a Il pas ne faut pas d'histoire européenne. prêter un peu d'attention à ce qu'ils disent, si on veut pouvoir leur Si, répondre. on doit répondre, justement, parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont tellement ahurissantes qu'il faut réagir. Le problème, quand Parmi quelqu'un ces dit choses ahurissantes. la sortie de l'euro, la sortie de l'euro, qu'on explique ce que c'est, qu'on rajoute des frontières partout, qu'on dise ce que c'est, qu'on fasse des quotas de gens qui viennent travailler. Et on va choisir comment sur les diplômes, pour ceux qui ont de l'argent, auront le choix. Mais qu'on réfléchisse 2 L'immigration secondes. choisie, c'est quelque chose qui ne vous parle pas. On doit avoir une immigration qui est une immigration qu'on arrive à supporter. Vouloir dire on veut une immigration sans limite ou quoi que ce soit et qu'on n'arrive plus à les supporter risquera de renflouer les chiffres de l'extrême droite. Donc ce qui est important, il ne faut pas dire on veut juste une immigration qui ait de l'argent ou qui soit de tel et tel. Il y a un autre débat à propos de ces élections européennes, c'est l'Europe jusqu'où. Donc je le disais, l'Europe initiale dont le Luxembourg fait partie, c'est l'Europe des 6. Aujourd'hui, l'Europe à 28. Certains pays veulent introduire un référendum pour savoir si on en accueille d'autres. Par exemple, sur la Turquie, vous situez comment, vous? Alors déjà, pour répondre à votre première question, organiser un référendum, pourquoi? On n'en a pour jamais nous, non. fait jusqu'à aujourd'hui. Oui ou non? Oui, mais on n'en a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est Pourquoi vrai. est-ce qu'on change les règles du jeu? Alors, selon le candidat, on va dire, là, ça risque d'être délicat. En politique, vous savez, en 1957, le traité de Rome, quand l'Allemagne est rentrée, si on avait fait un référendum, je ne sais pas s'il y aurait une majorité dans Notamment les pays en France pour dire on veut l'Allemagne autour de la table. Donc, il faut avoir le courage. Tout ce qui m'énerve, moi, terriblement, c'est que les Turcs, ça va faire des années, ça va faire bientôt 30 ans, qu'on leur dit vous allez être membre bientôt si. On négocie. Et à chaque fois, on va retrouver un nouveau si. Alors qu'on leur dise oui ou non, mais qu'on arrête de les faire languir et leur dire... Parce qu'un jour, c'est eux qui vont nous dire, eh bien écoutez, on n'en veut plus, nous, de l'Europe. Et il faut se poser la question. Il faut se poser la question s'il y a 30 ans, c'était juste, géographiquement. Est-ce que la Turquie est en Europe, point de vue géographie, ou pas? Mais la question a été tranchée il y a 30 ans, puisqu'on leur a dit, vous pouvez devenir candidat. Ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, on fait des règles qui comptent pour les uns et qui ne comptent pas pour les autres. Ce qui est important. Mais vous-même, vous êtes pour ou contre entrer de la Turquie? Dans la situation actuelle, contre. La situation actuelle compte. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, il y a des efforts encore à faire, que ce soit point de vue justice, que ce soit point de vue les affaires Twitter ou quoi que ce soit, sont des choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs européennes. Mais il faut juste fixer des règles et arrêter de les modifier. Une fois que les règles sont fixes, vous ne lancez pas une course et après vous changez à chaque fois l'arrivée et vous la repoussez. Et pour d'autres pays, pour l'Europe leur dire, centrale vous savez, orientale soyons honnêtes, s'ils n'étaient pas musulmans, ils seraient membres de l'Union depuis 30 ans. C'est la religion qui fait peur. C'est la religion qui fait peur. Et c'était il y a 30 ans, on le savait pertinemment. Alors, est-ce qu'on est prêt à avoir un pays musulman dans l'Union européenne, oui ou non? Qu'on se mette autour d'une table et qu'on en discute. Mais arrêtons de leur trouver toujours une excuse autre que celle-là. Ce qui fait peur à la plupart des États, c'est de se demander s'ils sont prêts à avoir un pays musulman dans l'Union ou pas. Mais la richesse de cette union, c'est justement ces différences. Mais, et vous, ça ne vous pose aucun problème? Non, mais j'ai d'autres problèmes, c'est ce que je vous ai bien sûr, expliqué. bien sûr. Il y a certaines Sur l'état de droit, par exemple. qui, pour moi, aujourd'hui, sont... Et pour d'autres pays, pour un 29e, un 30e pays, qui ne serait pas forcément la Turquie, vous êtes tout à fait ouvert à un nouvel élargissement? Je pense que l'Européen aura du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut s'élargir encore aujourd'hui. Ouais. Il a déjà du mal qu'on soit passé à 28. Donc c'est pour ça que vous parliez de la Turquie, que vous parliez d'autres pays ou quoi que ce soit. Actuellement, je pense qu'il serait important d'aider les pays qui sont candidats
à avoir une économie pour éviter de dire après, oui, mais on a un déficit, on doit donner plus d'argent à ce pays parce que maintenant il est dans l'Union européenne, on doit le remonter. Donc je pense que ce qui est important, c'est que les disparités qui pourraient exister entre des pays membres et des pays candidats soient les moins élevées pour qu'on arrive vraiment à... Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. Question internationale, justement. Vous avez une armée de moins de 1000 hommes. Est-ce que ça vous condamne au silence diplomatique? Non. Non. Meilleur exemple, on a eu la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU le mois dernier. Je pense qu'il n'y a pas de poste au niveau diplomatique international qui soit plus prestigieux que celui-là. Et c'est un travail de longue haleine qui a été fait. On a la présidence de l'Union européenne deuxième semestre 2015. Et au quotidien, nos ambassades, nos réseaux diplomatiques font le travail. Et c'est pas l'armée. De penser déjà que l'armée doit être un bras de la diplomatie, ça me fait problème. Mais quand il y a une crise, comme on peut en voir en Afrique, en République centrafricaine par exemple, comment est-ce que vous pouvez agir? Comment est-ce que vous agissez? Alors, vous avez deux choses. Là, au Luxembourg, on est un des rares pays à donner 1% pour la coopération. Ça fait partie aussi d'une stabilisation internationale, d'investir dans les pays pour d'éviter qu'il y ait des conflits, de donner une perspective à des jeunes gens, de leur faire une école, de leur donner une formation, de leur donner... 1%, les objectifs du millénaire ciblaient 1,7%. Donc quand même, tout le monde reste. Je crois qu'il y a 2 pays en Europe qui ont 1%, donc ce serait déjà pas mal. Mais, oui, alors moi je vous dis honnêtement... Vous relativisez. On n'est quand même pas arrivé à ce qui était fixé dans les objectifs du millénaire. Oui, mais je vous dis honnêtement qu'avec 1%, on fait partie des rares pays à remplir. Et je trouve qu'au contraire, c'est de l'argent qui est investi pour une stabilisation aussi au niveau international et que c'est de l'argent qui est bien investi. Ce qui se passe cependant, c'est que aujourd'hui on dirait oui vous pouvez avoir une armée plus grande, mais est-ce que dans ce cas-là je vais retirer à l'un pour donner à l'autre? Je ne pense pas que ce serait opportun. Vous avez parlé de la crise centrafricaine. En Centrafrique, on envoie 2 personnes. On envoie 2 personnes. Il y a un symbole là. Il y a besoin d'aide, il y a besoin ce sont les Congolais, par exemple, qui sont en train de payer les fonctionnaires en Centrafrique. Est-ce que les Européens ne pourraient pas mettre un petit peu la main à la poche pour des moments crise comme celui-là? Oui, mais il faut dans ce cas-là qu'on voit aussi comment on coordonne la politique européenne, comment on coordonne la politique de coopération aussi, et qu'on en parle au niveau européen. Je sais que, croyez-moi, que François Hollande est quelqu'un c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui nous le rappelle et qu'il est en train de voir comment est-ce qu'on peut coordonner quelque chose. On vient de voir dans les journaux de RFI et de TV5 la situation de l'Ukraine. Est-ce que l'Europe parle comme il faut aujourd'hui à Poutine, au numéro 1 russe? Est-ce qu'il faut être plus ferme? On reparlait de sanctions, terme que vous n'aimez pas forcément. Est-ce qu'on a la bonne posture européenne face à la déstabilisation en Ukraine? Je pense que la situation en Ukraine est une situation qui est difficile actuellement, car je sens que les intérêts des uns et des autres est bien sûr pas le même. Je pense que la proposition qui a été faite aussi par le président ukrainien de vouloir faire un référendum sur le système de l'État ukrainien est une proposition qui va dans la bonne direction. C'est pas à nous. Pourquoi je vous ai dit ça au début que c'était compliqué? J'ai l'impression qu'on décide pour eux. Et les gens qui ont décidé ce qui se passe en Ukraine sont les Ukrainiens. Il faut les accueillir en Europe? Non, d'abord, on doit poser la question aux Ukrainiens de ce qu'ils veulent. Mais déjà, comment Donc, il faudrait ce référendum sur quel pays ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un État fédéral ou est-ce qu'ils veulent garder l'État comme il fonctionne aujourd'hui? Première question. Après, selon le gouvernement, il y aura des élections. Je pense qu'il va y avoir des élections présidentielles, donc maintenant, le 25 mai. Il faudra aussi des élections législatives. Et que ces élections législatives, les partis prennent position pour l'Europe ou pas pour l'Europe. Et ce sera aux Ukrainiens de décider quelle majorité ils veulent dégager. Ce n'est pas à nous d'imposer à un pays, tu dois aller vers là ou vers là. Ce n'est pas comme ça que moi je conçois, en tout cas, le choix démocratique d'un pays. Xavier Bettel, merci de nous avoir reçus ici même au Luxembourg pour ce numéro spécial d'International sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On retient à nouveau une nouvelle donne. On va pas parler d'un nouveau Luxembourg à partir du 1er janvier 2015 en matière d'échange d'informations automatique au plan fiscal. Merci de nous avoir accueillis. Excellente suite de programmes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Nous nous retrouverons bientôt pour une autre émission d'International.